Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci pour vous être inscrits nombreux sur le webinaire sur la thématique aujourd'hui. Pourquoi étudier à ESPOL Lille en tant que jeune expat? Je suis Hervé Hérault, le président et fondateur des éditions du petitjournal.com. Alors, il y a marqué Adrien Claudet, mais c'est mon associé. Mais en tous les cas, voilà, je suis bien Hervé Hérault et je suis vraiment ravi de vous retrouver. On a avec nous aujourd'hui Andrew Glencross, qui est le directeur d'ESPOL. Bonjour Andrew. Bonjour. Voilà, donc on va passer ensemble entre 45 minutes et 1 heure pour répondre à toutes vos questions et découvrir ESPOL Lille, bien entendu, en savoir plus. On a la chance d'avoir Andrew avec nous, donc c'est le moment, les internautes, de poser toutes vos questions sur cette école, les formations qui y sont proposées, les parcours, la pédagogie et les débouchés, et puis plein d'autres questions, bien entendu. Alors, il y a un petit fil de chat sur la droite, je vais vous mettre un petit bonjour. Alors, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est comme un chat WhatsApp. Donc voilà, n'hésitez pas. Faites-nous un petit coucou. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Asie, en Afrique, en Europe? Est-ce qu'il fait beau où vous êtes? Voilà, faites-nous. Comme ça, on verra également si ça marche bien, il n'y a pas de raison, mais qu'on est impatient de faire votre connaissance sur le fil de chat. Donc, faites-nous des petits signes. Et puis, quelque chose d'important aussi que je voulais vous dire, c'est ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, vous recevrez sur l'adresse mail sur laquelle vous vous êtes inscrit le lien du replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout ou si vous voulez le revoir ou si vous voulez le partager aussi, cette vidéo, elle sera également mise sur YouTube dans un article sur lepetitjournal.com dans les prochains jours. Donc, très facile à partager. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le faire savoir d'autres camarades de classe si vous êtes lycéen, à d'autres parents d'élèves si vous êtes des parents qui vous êtes inscrits aujourd'hui. Voilà, c'est le moment ça sera le moment de partager. Et en tous les cas, évidemment, vous avez la chance d'être en live. Donc, posez vos questions, ça va assez vite. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager et beaucoup d'interrogations. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Soyez pas timide, faites-nous un petit signe déjà. Utilisez le chat, là, faites-nous un petit message, un petit coucou. On vous voit, on sait que vous êtes nombreux, mais ça serait sympa d'avoir déjà des petits messages. Andrew, je vais vous passer la parole pour commencer, pour déjà vous laisser vous présenter, puis nous présenter ESPOL déjà en quelques mots, puis après on rentrera dans les questions, bien entendu. Très bien, et merci encore pour l'invitation, Hervé. Ravi d'être là pour partager des infos sur ESPOL et aussi interagir avec les questions de nos auditeurs aujourd'hui. Donc moi, je suis particulièrement touché par cette invitation parce que je suis franco-britannique. J'ai étudié en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, où j'ai aussi habité, travaillé. Maintenant, je suis en France, donc je connais assez bien le monde de l'expatriation et je suis très sensible aussi aux enjeux autour de ça. J'ai une formation en sciences politiques, University of Cambridge, Harvard University, et puis ensuite j'ai fait un doctorat en Italie, l'Institut universitaire européen à Florence. Après diverses expériences d'enseignement, je me suis retrouvé à ESPOL, Université catholique de Lille, et depuis 2023, je suis le directeur de cette belle école. Nous sommes maintenant 1500 étudiants actuellement, donc une première année de 500 étudiants grosso modo. On a un réseau alumni de 1500 étudiants, anciens étudiants également. C'est un énorme succès depuis sa création en 2012. On était à 80 pour la première promo sur une licence. Maintenant, on est plus de 500 sur 3 licences et 4 masters, des programmes que je vais pouvoir avoir la possibilité d'élaborer en plus de détails par la suite. Et donc, on a une grosse attractivité qui est nourrie aussi par les équipes internationales qui font un excellent travail au quotidien, travail d'accompagnement aussi, pédagogique, mais au-delà. Et ensuite aussi, une vie étudiante, une vie associative étudiante. On a 37 assos à ESPOL et au-delà, encore plus au niveau de l'Université catholique de Lille. Et ça fait vibrer le campus. L'association des alumni
également est très présente dans la vie du campus, mais c'est ça qui fait vraiment la marque d'ESPOL, une continuité entre les étudiants actuels, les anciens et les équipes en place pour accompagner sur les volets pédagogiques et au-delà. D'accord. Merci pour cette introduction, Andrew. Allez, les internautes, mettez-nous un petit message là qu'on se rassure que le chat marche bien. Il n'y a pas de raison, hein, mais bon, ça serait cool. Dites-nous où vous êtes et mettez-nous un petit message. Andrew, redites-nous. Donc, c'est une école de sciences politiques. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Et finalement, qu'est-ce que donc c'est pas une business school, c'est pas non plus une école qui fait que de l'économie ou que des sciences politiques. Quel est un peu le panorama? C'est une excellente question et je pense que c'est quelque chose que les futurs, les étudiants prospectifs vont bien sûr se poser comme interrogation. Et donc pour nous, la science politique, c'est multidisciplinaire. Il y a des approches qui peuvent être plus basées sur l'économie ou l'histoire, mais principalement, là où on retrouve le socle commun de la discipline, c'est vraiment étudier les institutions, les acteurs, les processus de décision politique autour de multiples enjeux dans le monde contemporain concernant la politique française, les politiques publiques européennes, les relations internationales. Donc, un vaste panorama, effectivement, mais le socle commun, c'est bien sûr de penser aux acteurs politiques, les institutions, les processus qui, en fait, décident les résultats de ce qui se passe, le comportement de tout cet ensemble. Très bien. Allez, bonjour Inès, bonjour Léa, bonjour Hélène, bienvenue à tous. Merci pour vos petits messages. Moi, j'aimerais savoir, du coup, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, quels sont les principaux cursus post-bac que vous proposez? Est-ce qu'il y a un bachelor c'est quoi, c'est en 3 ans, je crois. Vous avez plusieurs options. Comment ça se passe? D'abord, il faut penser que, contrairement aux IEP, les instituts d'études politiques, qui sont vraiment dans une logique Bac+5, nous, on est dans une logique de Bac+3, même si on a des possibilités de master, mais il n'y a pas de contraintes. Les cursus ne sont pas conçus comme 3+2 après le bac. Donc, on est vraiment sur des cursus de licence, donc Bac+3, un peu comme avec le modèle anglo-saxon, qui donc, après 3 ans, peuvent ouvrir des différentes possibilités pour évoluer dans une autre spécialisation, une autre discipline, école de commerce, par exemple, école de com. Mais on est là pour étudier des licences, donc Bac+3, soit licence européenne de sciences politiques, ça c'était la première licence lancée en 2012, accompagnée par une licence en relations internationales qui date de 2017, date de sa création, la première vraiment licence de relations internationales en France. Et la dernière née, ça c'est une licence multidisciplinaire, philosophie, politique et économie. Donc 3 licences distinctes avec une approche qui est commune, une philosophie qui est commune. Je pourrais entrer dans le détail plus tard sur ce qui vraiment fait le point commun entre ces 3 licences. Mais l'idée, c'est qu'on a différentes approches qu'on va mettre en avant au cœur de ces 3 licences qui sont basées sur un même modèle de 3 années, un semestre possible à l'étranger en 2e ou en 3e année, des approches fondamentales, pédagogiques, innovantes qui sont communes aux 3 licences. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir profiter de l'expertise en sciences politiques variée qu'on a ici à ESPOL, qui se décline dans ces 3 licences différentes, avec une coloration différente chacune. Très bien, allez, il y a Louise qui nous rejoint également. Posez bien vos questions, les internautes, hein, ça passe, le temps passe. Soyez pas timide, effectivement. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions. Journée porte ouverte, et en fait, c'est un peu comme ce format-là.
Absolument. Surtout si vous êtes, en plus, si vous êtes loin, donc pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne pourrez pas vous déplacer à Lille. Donc c'est le bon moment. Vous avez la chance d'avoir le directeur d'Espol Lille aujourd'hui avec nous. Donc, posez bien toutes vos questions. L'idée, c'est que, allez, voilà, on a quelqu'un depuis Anne, depuis les Yvelines. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quel type d'étudiants vous recrutez, parce que là, du coup, on parle des lycéens et des parents. Est-ce que ce sont plutôt des lycéens qui sont dans des filières littéraires ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'importance, ou est-ce que vous pouvez aussi bien recruter des matheux? Ben, c'est un mélange de profils. Il y en a bien sûr qui ont fait dans le système français plutôt une orientation géopolitique, histoire géopolitique. On a des matheux, surtout pour la licence politique, philosophie, économie, donc PPE, où on a un cursus qui cherche à développer des méthodes d'analyse quantitative, des méthodes de logique formelle aussi, avec une autre approche qui est alimentée par des approches philosophiques et politiques, mais avec un vrai socle commun autour des méthodes quanti qu'on retrouve en économie et en études de sciences politiques. Donc, c'est un mélange de profils, des internationaux qui ont fait des lycées français ou des lycées en Allemagne, en Italie, voire en Amérique du Nord. Et donc, on est là aussi pour accueillir une hétérogénéité. Ouais. Donc, le critère, en fait, c'est la motivation, c'est le parcours scolaire, on va dire, mais ce n'est pas tant l'orientation dans le parcours scolaire, en fait. Non, avec peut-être une exception sur la licence PPE où on demande plus de maths. Et là, le message, en réalité, c'est pas d'être nécessairement excellent en maths, mais c'est de ne pas avoir peur des maths. Donc, c'est ça le message principal pour cette licence et qui est donc orienté vers un autre type de public. Allez, on a les premières questions des internautes. Merci les internautes, vous avez bien raison, c'est des questions pertinentes en plus et du coup qui vont ouvrir sur différents champs. Je vous les pose comme ça, les unes après les autres. Allez, on a Diane qui demande: avez-vous des écoles affiliées pour réaliser le semestre à l'étranger? Oui, donc on a suffisamment de place pour toutes les candidates et candidats qui souhaitent postuler pour un semestre à l'étranger. Il faut une moyenne de 11 sur la première année à Espol. Les mobilités se font sur la licence Euro au 4e semestre, donc le fin de la deuxième année, ou pour les 2 autres licences au début de la 3e année. Et on a des partenaires, tant bien des partenaires bilatéraux où Espol a signé indépendamment du reste de l'université, où on a des conventions entre notre université et des universités partout dans le monde, le réseau des universités catholiques, mais bien au-delà. Donc, on a peut-être 150 bilatérales et peut-être au niveau de l'université 500. Donc, on a beaucoup de partenariats. Ça fait un très large choix, effectivement, et un très large choix de destinations et de possibilités et de pays. J'enchaîne avec une question d'Anne qui vient de tomber, mais qui va un petit peu avec. Elle demande: y a-t-il des stages prévus sur les 3 années? C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller faire ce parcours ce semestre à l'étranger, mais est-ce qu'on peut aussi faire des stages en entreprise? On demande obligatoirement 8 semaines de stage sur les 3 années de nos parcours licence. Sans valider des stages, ça peut être un ou plusieurs stages sur une période de 8 semaines, on ne va pas pouvoir être diplômé d'Espol. Donc, on intègre ça dans nos demandes pour la diplomation. D'accord, oui. Donc c'est pas seulement souhaité, c'est requis en fait, mais ce qui est très bien, parce que c'est extrêmement bien pour les étudiants. Allez, on prend d'autres questions. On a une question d'Inès qui demande: combien de candidats ont été admis en 3e année lors de la dernière rentrée universitaire, s'il vous plaît? Et je vais peut-être compléter la question, c'est: est-ce qu'on peut rentrer directement en 3e année? Enfin, est-ce qu'il y a des admissions parallèles? C'est une question. J'imagine, c'est peut-être la question d'Inès. Je la pose à sa place, mais Oui, Inès, vous avez raison de vous poser la question, en sachant qu'une entrée directe en L3, 3e année de licence, n'est pas possible à Espol. Pour nous, on peut intégrer l'école soit en L1, Parcoursup, l'entrée, disons, classique, ou en 2e année, ce qu'on appelle l'entrée directe en licence 2, si on a validé 60 d'équivalent.
de 60 ECTS d'une autre formation d'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas intégrer simplement pour une année, puisque on n'aurait pas suffisamment de temps pour vous former à la méthode et à la pédagogie espolienne. C'est possible entrée directe L2 si vous voulez vous réorienter après une année universitaire ailleurs, mais ce n'est pas possible en troisième année. D'accord, très bien. Anne demande, quel niveau de langue est exigé en anglais? Est-ce qu'on étudie aussi d'autres langues étrangères? Est-ce qu'il y a également une partie des cours qui sont en anglais ou dans d'autres langues? Oui, j'apprécie beaucoup cette question-là. Et pour ce qu'on demande au niveau anglais, c'est pour entrer minimum B2, c'est mieux d'être déjà plus pointu en anglais et ça va faire partie de nos critères de sélection. Il y a aussi un élément important d'apprentissage linguistique pendant les 3 années de nos formations licence. On vous demande de faire 3 langues vivantes sur les 3 années de la licence. Donc, il y a l'anglais, mais il y a d'autres langues vivantes. Il y a une gamme d'une dizaine de langues telles que, bien sûr, allemand, italien, espagnol, mais aussi arabe, russe, coréen, chinois, et j'en oublie quelques-uns aussi, je pense. En sachant aussi que les formations, elles sont bilingues, c'est-à-dire sur les 3 années, vous allez vous retrouver avec, à la fin, probablement la moitié de vos cours auront été en français, la moitié auront été en anglais. C'est quelque chose qu'on introduit plus progressivement. Donc, la première année, un peu moins en PPE, mais avec les 2 autres licences, c'est plutôt français. Et ensuite, on bascule de plus en plus sur l'anglais. Et justement, un semestre à l'étranger, c'est quelque chose qui se prépare du point de vue linguistique. Et donc, là aussi, c'est pour essayer de vous développer les compétences linguistiques pour suivre des cours en anglais et aussi s'expatrier en utilisant l'anglais comme langue principale, probablement. Bien sûr. Est-ce que vous demandez des certifications? Je vois que Diane demande s'il faut un IELTS. Est-ce que vous voulez un TOEIC? Est-ce que, au moment des candidatures? Ça dépend, c'est bien d'avoir une certification, mais normalement, on prend ça sur la note du bac. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Allez, on continue les questions. Merci les internautes. Il y a pas mal de questions dans le fil. C'est super. C'est l'idée. On est vraiment là pour ça. On en avait préparé ensemble, mais le plus important, c'est de vous répondre à vous. Hélène demande quelle est la part d'étudiants issus des bacs à l'étranger ou non français, donc des IB ou des lycées anglophones, par exemple. Et je dirais que je rallonge un peu la question en vous questionnant, Andrew, sur la dimension internationale, c'est-à-dire à la fois du public d'élèves, mais aussi du public enseignant. Oui, l'international, ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc ça, on le retrouve avec des équipes pédagogiques, mais aussi administratives qui sont multilingues, qui ont souvent un parcours, un passeport international aussi. Et donc, on comprend bien les enjeux autour de justement de l'expatriation. On a chaque année je n'ai pas les chiffres précis, mais on peut se situer autour de 10% d'entrées en licence qui viennent en provenance donc de lycées français à l'étranger. C'est un vrai vivier pour nous, avec bien sûr déjà les compétences français, anglais, mais aussi dans d'autres langues vivantes, une vraie appétence pour les questions de politique internationale ou de politique européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien chez nous. J'ai des collègues qui font beaucoup aussi de visites, de salons à l'étranger en passant voir les représentants de Campus France et aussi des lycées français. On a un arrangement, on a un accord avec Campus France Malaisie, avec des étudiants qui viennent de lycées francophones en Malaisie. Donc, il y a une vraie diversité des parcours, mais qui représentent donc des nationalités étrangères, des binationaux, des parcours étrangers. On les voit chaque année au sein de nos formations. Alors, vous en êtes un exemple puisque vous êtes franco-britannique, mais je crois que le corps enseignant également, vous avez une grande diversité de profils. Oui, c'est un peu aussi la différence de nouveau avec les IEP. On a une souplesse pour recruter à l'étranger au niveau
des enseignants-chercheurs, donc l'équipe permanente pédagogique. Et ça se reflète dans notre expertise, dans aussi le réseau que nos profs peuvent apporter pour des candidatures master, pour accompagner ce genre de démarche et aussi pour inviter des chercheurs, des guest speakers pour intervenir à ESPOL. Et c'est quelque chose qui se multiplie et qui fait un peu effet boule de neige. Oui, bien entendu. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. Hélène demande, pourquoi pensez-vous que les étudiants choisissent ESPOL par rapport à des IEP? Question intéressante. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette dimension, disons, plus internationalisée dans le camp enseignant et aussi, je dirais, dans le cursus. On a conçu les 3 maquettes, donc le programme des 3 formations licences qu'on offre, en mettant l'étudiant au cœur de chaque programme et en pensant à la discipline, quelles sont les vraies bases disciplinaires qu'il faut avoir, en pensant aussi à la professionnalisation et à l'internationalisation. Et il faut dire que comparé donc aux IEP, où il y a tout un historique, notamment autour de la préparation au concours et aussi à un modèle Bac+5, on offre quelque chose de particulier, de différent. Et là, ça se voit dans les projets d'expatriation après les 3 années de licence. On a 30%, je vais peut-être répondre en partie à une autre question du chat. Il y a 30% des étudiants en licence qui vont faire un master à l'étranger. Ça peut être plus près de Lille, genre Pays-Bas, au Danemark, Royaume-Uni. Ça peut être Amérique du Nord, Canada notamment. Ça peut être en Asie, Inde, Corée du Sud et Japon, par exemple. Et ça nous distingue vraiment, je dirais. Très bien. Alors, on a une question de Léa qui demande quels sont les critères pour les élèves titulaires d'un bac français international, donc les critères de recrutement, bien entendu. Et Diane demande les lycées AEFE. Alors, peut-être, ça serait bien d'aborder effectivement les critères de sélection et puis comment se passe finalement, comment on candidate. Parce que je pense que ce n'est pas la même chose si on est dans un lycée français, parce que vous avez parlé de Parcoursup, que si on est dans une école internationale. Est-ce que peut-être vous pouvez nous redonner un petit peu les modalités, Andrew? Donc, les modalités sont les suivantes. Donc, avec un parcours classique en France ou avec la nationalité française, vous passez par Parcoursup. Ça, c'est important. Et donc là, il y a une sélection qui est faite sur la base de critères qui prennent en compte, pour la plupart, pour l'essentiel, les notes. On a un système de pondération pour regarder les notes, que ce soit notes français, notes d'anglais, et surtout pour PPE, notes aussi niveau de maths, notes de philo. Et ça, c'est une sélection qui est faite donc sur Parcoursup, qui se termine, cette procédure est déjà ouverte et elle se termine jeudi prochain, le 12 mars, donc c'est pour très bientôt. Et ensuite, une sélection qui va se faire d'ici le début juin, en fonction justement de la pondération des notes, ce qu'on fait aussi en termes du profil, en regardant le profil particulier, il y a une façon d'intégrer une évaluation qualitative dans le classement et puis ensuite on aura un classement de chaque dossier de candidature. Ensuite, pour les internationaux qui n'ont pas la nationalité française, là, il y a une procédure distincte, séparée, où il faut postuler directement à l'établissement. Et ça, vous trouverez les infos sur le site d'ESPOL. Ok, d'accord, très bien. Et là, quels sont les délais, le calendrier? C'est un peu plus tard. Le calendrier, il est pareil. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc, du coup, c'est le moment de postuler. En sachant que pour des profils qui ont, par exemple, comment on appelle ça, l'équivalent du bac en France, j'oublie le nom, Abitur, et d'autres équivalents, on va aussi trouver une pondération pour déterminer une équivalence pour les notes. D'accord. Alors, du coup, là, vous êtes toutes
parfaitement bien expliqué. Donc, on candidate, on est sélectionné. Comment ça se passe? Il y a un entretien en visio, il y a une lettre de motivation. Enfin, comment est-ce qu'on peut se distinguer en fait quand on rédige sa candidature? C'est sur dossier, il n'y a pas d'entretien. Et puis ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une lettre de motivation et il y a dans le dossier, il y a la possibilité de répertorier sur Parcoursup les différents éléments qui peuvent être distinguants en termes de stage, en termes d'expérience à l'international. Et ça, c'est pris en compte, ces dimensions-là sont prises en compte pour l'évaluation qualitative qui vient compléter ce qu'on pondère autour des notes. Mais je vois qu'il y a aussi une question sur les césures. Oui, bien sûr. Juste une petite précision. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on a des élèves des lycées français à l'étranger, ils ont vraiment tout intérêt à mentionner leur parcours à l'international, s'ils ont vécu dans différents pays, s'ils ont grandi dans différents pays, des choses comme ça. Ça, c'est des éléments importants pour vous. Absolument, et qui peuvent être aussi déterminants du moment aussi où, avec les notes, on peut se retrouver à égalité avec d'autres dossiers. Donc là, on regarde de près pour voir si on peut se distinguer avec la partie qualitative. D'accord. Et là, justement, on a une vraie carte à jouer si on vient d'un lycée international, par exemple. Parfait. Allez, on est presque à la moitié de ce webinaire. Continuez à bien poser vos questions, c'est super. On a eu plein de questions. Je suis ravi. Merci Andrew pour toutes les réponses. Je vous rappelle également que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté. Si vous ne pouvez pas rester encore trop longtemps, jusqu'au bout, vous ne raterez rien. Vous pourrez le revoir, vous pourrez aussi le partager. Ça, c'est très important, évidemment, avec vos camarades ou connaissances qui sont intéressés par une formation comme ESPOL Lille. Alors, effectivement, il y a une question. Alors, je ne sais pas qui, parce que c'est marqué anonyme, mais peu importe. La réponse sera pour tout le monde. C'est, est-il possible de faire une année de césure? C'est-à-dire, par exemple, de faire mes 2 premières années, de faire une année, puis de revenir en troisième. Ou même, peut-être même de candidater maintenant, de faire une année de césure et d'être pris l'année suivante, ça c'est envisageable? Donc là, la demande classique, disons, standard, pour une année de césure, elle se fait au moment d'être sélectionné pour ESPOL. Donc, avant même d'intégrer la première année de licence, si vous êtes pris, vous pouvez m'écrire. Il y a une procédure, mais ensuite, ça vient à mon attention, afin de faire une demande pour une année de césure avec un projet. Donc, on demande un vrai projet de césure qui est cohérent justement avec la philosophie de l'école. Ça pourrait être peut-être pour faire du volontariat, ça pourrait être peut-être pour faire quelque chose en lien avec l'apprentissage de l'anglais ou d'autres langues que vous pensez être utiles pour votre formation. L'idée, c'est pas de faire une césure pour effectuer un autre parcours académique, ça je le précise très bien, pas poursuivre quelque chose, même si c'est dans un pays anglophone, c'est pas ça ce qu'on recherche. Donc, il est possible de faire une demande de césure avant même d'arriver à ESPOL et aussi à la fin d'une année universitaire ou vers la fin d'une année universitaire. Si on a le même type de projet, on peut faire une demande de césure également. Très bien, merci pour cette réponse. Octroyé automatiquement. C'est sur dossier. Merci pour cette réponse très précise. Une question d'un autre internaute qui demande est-ce que vous proposez est-ce que dans le cadre des bachelors d'ESPOL, est-ce qu'il y a des possibilités de double diplôme? C'est une excellente question. On n'a pas actuellement cette possibilité. Cette semaine, j'ai accueilli une délégation d'université où je vais pas la citer, mais on est en train d'examiner des pistes de double diplomation, justement parce que on comprend bien qu'il y a une appétence pour ce genre de formation et c'est à suivre. Très bien, allez, on va passer à une question de Jérôme qui aborde les débouchés. Donc, il demande quels sont les débouchés de cette formation. Est-ce que vous avez des statistiques, un suivi des alumni? Et il a je rajoute une question qu'il pose, il a posé plusieurs questions, mais c'est très bien. Certains d'entre eux trouvent-ils un emploi à Bruxelles dans les affaires européennes? Alors voilà, je vous livre tout ça. Oui, donc il y a plusieurs façons aussi d'imaginer les débouchés. Il y a d'abord, comme je disais, on est une école où on a la grosse partie de nos étudiants qui font la licence chez nous et puis ensuite un master ailleurs. Ouais. On peut dire que 99%, voire 99,9% font un master après la licence.
mais la plupart font des masters pour 30% à l'étranger, 70% dans d'autres parcours master en France. Ça peut être des parcours aussi en double diplomation. On est souvent confronté à des situations où moi, j'écris des lettres de recommandation pour des doubles diplômes français avec un partenaire étranger pour un master, et que ce soit à Sciences Po ou dans d'autres IEP de province. Donc là, c'est la première débouchée. L'autre débouchée sur, disons, le parcours professionnel par la suite, ça, on a là aussi peut-être un tiers qui font une carrière à l'étranger, donc en dehors de la France, en sachant que si on regarde l'ensemble de nos 1500 anciens, de nos 1500 alumni, on a grosso modo un tiers qui travaille dans ce qu'on peut appeler la fonction publique nationale, locale ou internationale, un tiers qui est plutôt axé vers le privé. Ça peut être comme à Bruxelles, des cabinets de conseil, de lobbying, ou à Paris ou dans d'autres capitales d'ailleurs. Et puis ensuite, l'autre tiers, c'est plutôt là, on est dans le tiers secteur, les ONG, la société civile. On a, comme je disais, une vie associative très riche, et ça, on retrouve avec au niveau des carrières, des parcours professionnels de nos étudiants qui veulent s'investir dans l'associatif après leurs études aussi master, mais là on est dans l'associatif qui peut être solidarité internationale, quelque chose avec l'immigration, etc. Donc voilà un peu un panorama de nos débouchés. D'accord. En revanche, ce qu'il faut bien retenir, si j'ai bien compris, et je connais bien l'école, c'est que l'idée, c'est pas d'arrêter les études après le bachelor pour la plupart des étudiants, en fait. C'est exactement ça. C'est pour poursuivre sur les 2 années d'après, sur des masters que vous proposez vous ou à d'autres endroits. Exactement ça. Mais vous n'êtes pas contraint Oui, à rester à ESPOL pendant nos 4 masters. Vous êtes bienvenus, bien sûr. Mais ensuite, on retrouve cette volonté de s'expatrier ou de faire bien sûr. une nouvelle expérience, peut-être à Sciences Po, peut-être dans quelque chose de vraiment spécialisé. Il faut savoir que la France a des atouts majeurs au niveau master, avec des masters très spécialisés, avec énormément de concurrence au niveau des admissions, des inscriptions, mais quand même. Et là, on prépare nos étudiants à vraiment postuler pour ce genre de master. Et ils sont souvent pris à la Sorbonne, à Sciences Po Ex, etc. Très bien. Allez, on va reprendre les questions des internautes. Hélène demande comment choisir entre les 3 licences, et chacune compte-t-elle pour un choix dans Parcoursup? Donc ça, c'est une question très importante. Vous pouvez faire plusieurs vœux, mais oui, effectivement, c'est un vœu par licence. Donc, on a des candidats qui font 2 voire 3 vœux. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des critères un peu différents, surtout avec la licence PPE. Je vois une question sur des plus techniques, sur avoir des moyennes supérieures à 17 sur certaines matières, mais inférieures à 10 en maths. Pour la licence PPE, ça pourrait être bloquant. Beaucoup moins pour la licence en sciences politiques européennes, licence euro, ou la licence relations internationales. Mais la spécificité de chaque licence, elle est là en sachant que chaque licence, elle est organisée sur une progression linguistique sur les 3 ans. Elle est complétée à la fin par un exercice qu'on appelle le dossier de recherche, donc un exercice de recherche mené en autonomie avec un encadrant de 10 000 mots, et qui est en quelque sorte une transition, voire même un passeport pour postuler en master. Et donc ça, on demande à tous nos étudiants 3 langues vivantes pour chaque licence. Donc on retrouve quand même ce fil rouge au sein de nos 3 licences. Très bien. On a une question. Olivier demande, les licences se composent de combien d'heures de cours par semaine? Et au-delà, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être une semaine type à peu près? Semaine de, disons, 25 ou 27 heures de cours, y compris les heures de cours de langue vivante. On a donc cette vie associative qui est très riche, très animée, avec donc chaque jour peut-être
un événement, que ce soit à ESPOL ou au-delà dans le reste de l'université. Ça peut être un événement de solidarité, ça peut être quelque chose de plus convivial, ça peut être comme avec ESPOL Défense ou l'association qui s'occupe des relations internationales en Asie, Diplomatie, ça s'appelle. Là, on peut avoir des intervenants du ministère des Armées, on peut avoir des intervenants du corps diplomatique et tous les jours, il y a quelque chose dans lequel on peut participer, on peut écouter, on peut vraiment profiter, disons, de cette fibre associative que ces étudiants-là ont déjà développée, j'ai l'impression, pendant leurs années au lycée. Je crois qu'il y a des créneaux qui sont vraiment… dans la semaine, il y a des temps qui sont réservés pour ça, c'est ça, hein? C'est exactement le cas. Ouais. Et quel est le volume, donc du coup 25-27 heures, mais il y a aussi pas mal de travail à la maison, de travail de préparation, de travail en équipe? Oui, là, en termes de pédagogie, on ne va pas simplement avoir recours à des cours magistraux, des cours en amphi. On va vous demander vraiment de développer d'autres compétences, des compétences en prise de parole, donc tout ce qui est oratoire, tout ce qui est aussi travail en équipe, travail de groupe, et donc avec différents types d'exercices d'évaluation tout au long des 3 années de votre parcours afin de vous développer des compétences, des soft skills qui sont vraiment demandées pour les parcours master et pour la vie professionnelle future. Alors, quelqu'un demande s'il y a des activités extrascolaires comme du sport, par exemple. Je pense que oui, parce que vous êtes rattaché à l'université catholique. Oui, on a des gros projets pour une nouvelle implantation sportive. Actuellement, on est dans une logique de louer, de location pour certaines implantations. Mais effectivement, il y a des associations de sport qui marchent très, très bien au niveau d'ESPOL, mais aussi au-delà, au niveau de la Cato. Chaque année, on a une coupe qui est disputée entre les étudiants des différentes écoles ou établissements de la Cato. Actuellement, c'est pas ESPOL, c'est la fac de droit qui détient ce titre. Et ils en sont très fiers. Bah oui, j'imagine. Bon, le challenge est remis en jeu pour cette année. C'est un peu les Olympiades de la Cato, c'est ça. C'est sympa, c'est super ça. C'est des beaux événements et qui donnent une belle motivation, une belle ambiance. Hélène demande, y a-t-il des logements étudiants d'ESPOL sur le campus ou comment les étudiants choisissent-ils de se loger? Alors ça, je pense que c'est une question importante. Donc, je vous laisse y répondre. Absolument. Là, on est dans une logique de résidence de l'université. Il y a un dispositif qui s'appelle Hall qui gère la partie restauration, mais aussi la partie résidence. Ça, c'est sur sélection sur dossier. Il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Et donc, le reste, c'est vraiment, on bascule sur la location privée. Locatif. Ouais. C'est tendu en ligne, mais donc, il faut se prendre à l'avance si possible. Ouais. Mais en revanche, ce qui est important de préciser, c'est que vous êtes en plein centre-ville, hein, c'est bien ça? C'est exactement le cas. Ouais. Donc, on est à 20 minutes des 2 gares principales, un peu moins si on marche un peu plus vite, si on est jeune, par exemple. Et c'est la différence aussi avec la plupart des campus français. On n'est pas excentré, on est effectivement un campus qui est au cœur de cette métropole. Très bien, allez, on continue. Posez vos questions les internautes. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. J'ai une question. Alors, par rapport aux critères de recrutement, est-ce que vous avez des préférences dans les spécialités choisies? Demande quelqu'un. Est-ce que vous préférez histoire géo, spé, maths, physique et maths? On a déjà un petit peu répondu, mais je vous repasse. Oui, on peut imaginer qu'on va avoir plus de demandes, plus de dossiers à traiter pour la sélection qui viennent d'un parcours HGG-SP comparé à maths ou physique. Pour la licence PPE, ça va peut-être pas être le même cas. Ensuite, on va aussi voir vos notes de français et aussi les notes en anglais et votre parcours, votre appétence pour cette dimension internationale. Donc, c'est un vrai mélange. Mais bien sûr, niveau maths, pour PPE, c'est très, très important aussi. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des… voilà, donc j'ai une autre question de Louise, donc du coup, je vous la pose tout de suite. Pourquoi ne pas demander de l'aide de motivation pour le PPE? Ça, c'est un choix fait par les équipes pédagogiques en sachant qu'on veut, puisqu'on met la barre assez haute pour la première année en termes de compétences, en développement de compétences de raisonnement,
raisonnement de logique formelle et aussi de statistiques. On met la barre assez haute pour les maths et on veut vraiment privilégier cette dimension-là pour éviter un décrochage pendant cette année où on va aussi probablement avoir des cours de méthode en anglais avec donc cette double demande et cette double, disons, nécessité à être performant. Très bien, allez, on continue. Pardon. Moi, je voulais vous demander un petit peu, est-ce que vous nous décrire un petit peu les contenus parce que bon, c'est vrai que sciences politiques, relations internationales, c'est des grands mots, ça peut paraître parfois un petit peu abstrait. Quel type de cours concrètement, quels sont les contenus? Pardon. Donc là, tout le monde, que ce soit pour la licence PPE, licence Relations internationales ou licence de sciences politiques européennes, on va vous demander de faire introduction à la science po, introduction à la science politique, où on va, disons, faire le point sur certains concepts essentiels de la science politique, l'État, la souveraineté. On va parler aussi de certaines théories qui peuvent expliquer le comportement politique, donc le vote, pour faire simple, dans des régimes démocratiques. On va aussi voir ce qui se passe dans des régimes autoritaires. Ensuite, on va développer des compétences en méthode statistique, notamment pour la licence PPE. On va aussi développer des compétences disciplinaires autour de certaines régions. Dans la licence RI, on va vous demander de faire ce qu'on peut appeler en anglais Area Studies, donc des études de régions. On peut penser à l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine avec des cours focalisés sur ces zones-là. Aussi les enjeux plus globaux. Et bien sûr, avec la licence Euro, on va parler des politiques publiques européennes. On va parler du fonctionnement de l'Union européenne avec des cours donc en lien avec ces thématiques-là. Très bien. Allez, les internautes, posez vos dernières questions, qu'on a la chance encore d'avoir, Andrew, quelques minutes. On n'a peut-être pas abordé tous les points. Je voudrais aborder 2 points. Andrew, c'est quels sont les frais de scolarité et également, est-ce qu'il est possible d'obtenir des bourses? Okay, le modèle de notre université pour les frais de scolarité est le suivant. C'est basé sur le foyer fiscal, donc les revenus des parents. Et là, on a donc une échelle de frais de scolarité qui commence autour de 3 000 et quelques euros par année, donc par année de licence ou master, c'est pareil, et qui va jusqu'à 12 000 euros par an. Pour la super tranche qu'on appelle pour les frais de scolarité à 12 000 euros, là, on est sur un cas de figure où on aurait un foyer fiscal à plus de 200 000 euros. Et bien sûr, il y a les boursiers Crous, donc il y a aussi des possibilités d'être boursier Crous en fonction des revenus parentaux aussi. Et donc, ce n'est pas un système de frais de scolarité avec des bourses en complément, c'est vraiment des frais de scolarité qui sont déterminés par le foyer fiscal. Ouais. Et donc, c'est adapté en amont, en fait. Exactement. Et qui peut changer pendant le parcours universitaire. Ça nous arrive aussi, bien sûr. D'accord. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire juste, vous êtes directeur de l'école et là on parlait des bachelors, mais c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu quels sont les différents masters que vous proposez, parce qu'il y a peut-être déjà des étudiants là des lycéens ou des parents qui se projettent. Moi, je me souviens la première fois en journée porte ouverte où on avait présenté la nouvelle licence PPE qui venait d'ouvrir, on avait déjà des questions sur les masters. Et ça venait pas des parents, ça venait des étudiants prospectifs. Donc, vous voyez un peu aussi l'appétence et la connaissance aussi de l'importance de suivre une formation master après la licence. Donc, nous, on a 4 masters qui sont enseignés exclusivement en anglais. Ça, c'est un point important. On a des masters qui sont, disons, spécialisés, Digital Politics and Governance, Climate and Sustainable Politics. Donc, ça, c'est 2 masters plus spécialisés, plus niches.
et 2 masters qui restent plus généraux, International Security and Politics, donc ça pour les relations internationales, et aussi Multilevel Governance in Europe. Donc là, c'est plutôt sur la dimension politique publique européenne. Très bien. Parfait. Allez, les internautes, c'est le moment de poser vos toutes dernières questions. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance sur le campus de l'Université catholique? Donc, vous avez votre propre endroit, en fait, c'est ça, hein? On a 2 bâtiments sur un campus qui est constitué de notre école et 2 autres écoles voisines où on partage un espace arboré excentré du boulevard Vauban au centre de Lille. Et il faut dire que la vie du campus dépend aussi de la météo. S'il fait beau, tout le monde est dehors, et je veux dire tout le monde, pour profiter de cet espace vert au cœur de ce qu'on appelle le campus Saint-Raphaël, avec un point de restauration, un bâtiment ultra moderne inauguré en 2023, et à côté, tous les services de l'Université catholique, donc la bibliothèque, d'autres salles de cours, notamment des gros amphis, les points de restauration plus grands encore. Et donc, il y a une vie au quotidien sur le campus qui est très attractive, quelquefois brillante aussi, mais qui fait vraiment vibrer tout le quartier. Super, très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, parce que je vois qu'il y en a plus dans le fil. Peut-être, Ando, je vais vous repasser la parole pour un mot de conclusion, et peut-être nous redire vraiment à quel point ESPOL correspond bien à des étudiants des jeunes qui ont eu des parcours déjà à l'international pour la plupart d'entre nos internautes. Oui, d'abord, merci pour toutes les questions. Je suis ravi de découvrir l'intérêt que vous portez pour ESPOL. Et effectivement, on a vraiment, je dirais, on se distingue par 2 choses essentielles. Donc d'abord, le fait d'avoir conçu des programmes, des formations autour d'une dimension vraiment internationale, que ce soit l'internationalisation à domicile dans nos programmes, mais aussi les possibilités de participer à des échanges ou d'autres activités à l'international. Et deuxièmement aussi, le fait qu'on est sensible. On est sensible aux enjeux autour de l'expatriation, au fait de déjà avoir une bonne connaissance, maîtrise de plusieurs langues, et on essaye d'encourager et de développer ces qualités-là au sein de l'école, de ses activités pédagogiques et au-delà. Très bien, merci beaucoup Andrew. Andrew Glencross, directeur d'ESPOL, merci pour ce temps passé. Merci à tous les internautes pour vos questions très pertinentes, et puis pour avoir assisté à ce webinaire. Dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc voilà, si vous voulez le revoir, si vous avez raté quelque chose, ou si vous voulez le partager à vos amis, il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours. Vous pouvez évidemment vous rendre sur le site d'ESPOL pour avoir plus d'informations. Et puis, c'est le moment de candidater, puisque le 12 mars, oui, c'est très bientôt. Donc, je pense que vous avez eu beaucoup de réponses aujourd'hui, beaucoup d'informations. N'hésitez pas évidemment à solliciter Andrew et l'école si vous avez d'autres questions. En tous les cas, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Andrew. Merci encore à tous. Et puis, à bientôt pour d'autres webinaires avec lepetitjournal.com. Merci. Passez une bonne journée, bonne soirée selon où vous êtes. Au revoir. Merci Hervé. Au revoir tout le monde.